It's rolling. Vous êtes content avec ce que vous voyez, avec ce que vous entendez? Oui, Ça oui, va. oui, là c'est bon. Ça va très bien. Ça va. On va commencer. C'est bon. Alors, notre intention aujourd'hui est de soulever des questions nouvelles, des questions suggérant que peut-être, dans un avenir proche, Homo sapiens, les membres de notre espèce, vont subir une rapide évolution. Et en particulier, nous allons envisager les raisons de penser que ces transformations rapides de notre espèce pourraient en grande partie être liées à la façon de naître. Donc notre sujet, c'est l'évolution d'Homo sapiens en relation avec la façon de naître. Pourquoi poser ces questions? La première raison, c'est qu'il n'y a pas de phase de la vie moderne qui ait été plus profondément bouleversée que la période qui entoure la naissance au cours de ces dernières décennies. C'est facile de rappeler ça à partir de plusieurs perspectives. Par exemple, il est facile de rappeler que jusqu'à une date récente, pour mettre au monde un bébé et pour délivrer le placenta, une femme devait compter sur la libération d'un mélange d'hormones, la principale de ces hormones étant l'ocytocine. Et dans le contexte scientifique actuel, il est permis de dire que ce mélange hormonal, c'est un véritable cocktail d'hormones de l'amour. On connaît bien aujourd'hui les effets comportementaux de toutes ces hormones, de voir ce qu'on peut rappeler. Ayant fait ce rappel, il est facile d'observer à une échelle planétaire, il est facile d'observer qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque des perfusions d'ocytocine synthétique qui permettent de remplacer la libération d'hormones naturelles. Nous sommes à l'époque des techniques simplifiées rapides de césarienne. On peut donc simplement observer, il s'agit de constatation, d'observation, qu'à l'échelle planétaire, le nombre de femmes qui maintenant mettent au monde le bébé et le placenta uniquement grâce à la libération d'un cocktail d'hormones de l'amour, ce nombre est en train de devenir insignifiant. En d'autres termes, dans cette courte période, c'est un peu comme si les hormones de l'amour étaient rendues aujourd'hui inutiles. Mais on peut aussi utiliser d'autres perspectives pour réaliser à quel point cette courte période a été récemment bouleversée. Par exemple, la perspective bactériologique. Jusqu'à une date récente, immédiatement après la naissance, le corps du bébé était colonisé par des millions de microbes qui venaient de la mère. Les bébés naissaient habituellement, et naissaient toujours, même jusqu'à une date récente, par la voie périnéale, qui sur un plan bactériologique extrêmement riche. Ils naissaient habituellement dans un environnement bactériologique familier pour la mère, un point important puisque les anticorps qu'on appelle IgG traversent facilement le placenta, c'est-à-dire que les microbes familiers pour la mère sont déjà familiers pour le bébé, donc amicaux. Donc jusqu'à une date récente, les bébés naissaient dans des conditions bactériologiques faciles à résumer. Et ce qui est important, et c'est ce qu'on sait, ce qu'on peut expliquer aujourd'hui, c'est que l'un des rôles de ces millions et millions de microbes qui immédiatement colonisaient le corps du bébé, l'un de leurs rôles, c'est d'éduquer, de programmer le système immunitaire. Eh bien, ayant fait ce rappel, il est facile de réaliser ce qui a changé au cours des dernières décennies. Facile de réaliser que aujourd'hui, à l'ère des antibiotiques, beaucoup de bébés sont exposés aux antibiotiques dans la période qui entoure la naissance. Cette période où on utilise les antibiotiques est aussi la période
où se sont développées les techniques rapides, faciles de césarienne, ce qui fait que beaucoup de bébés, maintenant, naissent par une autre route que la voie périnéale si riche en microbes. Ils naissent dans l'environnement stérile d'une salle d'opération. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, sur un plan bactériologique, les conditions de la naissance ont entraîné des changements complets de scénario. On peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, le système immunitaire de beaucoup de nouveau-nés n'est plus éduqué de la même façon. Il y a ce qui caractérise notre époque à cette phase de la vie, c'est la privation microbienne, une période importante d'éducation du système immunitaire. Donc voilà encore une autre façon d'expliquer qu'il n'y a pas de phase de la vie moderne qui était plus profondément bouleversée au cours de ces dernières décennies que la période qui entoure la naissance. Mais il y a d'autres raisons de poser ces questions. Une autre raison, c'est que de plus en plus de disciplines scientifiques émergentes considèrent cette période qui entoure la naissance comme critique dans la formation de l'individu. Ce concept de période critique avait à l'origine été utilisé à propos de l'attachement mère-bébé, mais aujourd'hui, ce même concept est utilisé par des disciplines telles que l'épigénétique, cette branche de l'épidémiologie que nous appelons la recherche en santé primale, c'est-à-dire branche de l'épidémiologie qui explore des corrélations entre ce qui se passe au début de la vie et ce qui se passe plus tard. Et puis, cette période critique, comme nous l'avons déjà suggéré, est aussi utilisée par la bactériologie moderne. Donc voilà une autre raison de nous poser des questions, c'est que ces changements, ce bouleversement dans la façon de naître surviennent au moment même où de plus en plus de disciplines scientifiques nous disent que cette période-là est critique dans la formation de l'être humain. Et puis il y a une troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, nous comprenons mieux les mécanismes de l'évolution des espèces. Jusqu'à une date récente, après cette période qu'on appelle souvent le néo-darwinisme, qui était une espèce de synthèse des théories de Darwin et de ce que nous apprend la génétique, eh bien, jusqu'à une date récente, quand on pensait aux mécanismes de l'évolution, on n'allait pas au-delà, habituellement, de ce que l'on sait sur les mutations génétiques. Tout reposait sur le concept de mutation génétique et aussi de sélection naturelle. Voilà. Et puis, soudain, voilà que des disciplines scientifiques émergentes nous permettent de comprendre les mécanismes de transformation rapide des espèces qu'on ne savait pas expliquer jusqu'à une date récente. Soudain, on comprend d'autres mécanismes de transformation des espèces, mais transformation rapide. Les mutations génétiques, c'est un processus extrêmement lent. Alors, en particulier, nous apprenons beaucoup aujourd'hui de cette discipline qui s'appelle l'épigénétique, qui a pour objectif d'étudier l'expression des gènes. Nous apprenons aujourd'hui qu'au cours de certaines phases de la vie, certains de nos gènes se voient allouer une espèce d'étiquette qui leur demande de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'épigénome. Eh bien, ce qui est nouveau, ce qui est important, c'est que ces étiquettes, ces marqueurs épigénétiques, on est en train d'apprendre qu'ils sont, dans une grande mesure, transmis à la génération suivante. En d'autres termes, soudain, nous comprenons comment des caractères acquis peuvent être transmis aux générations suivantes. C'est absolument nouveau dans l'histoire des sciences. Et puis, on comprend aussi, en même temps, que ce qu'on appelle le microbiome, c'est-à-dire les milliards de microbes qui occupent notre corps, et en particulier la flore intestinale,
qui joue un rôle important dans nos comportements et dans notre santé. Notre santé, notre comportement sont en grande partie aujourd'hui influencés par ces milliards de microbes qui occupent notre corps. Eh bien, on est en train de comprendre aussi que dans une certaine mesure, la mère transmet à ses enfants son microbiome, en particulier ce qui vient de sa flore intestinale. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. De multiples raisons de poser des questions sur une évolution possible d'Homo sapiens en relation avec la façon de naître. Peut-être on peut déjà, sans jouer le rôle de prophète, essayer de nous demander quel genre de transformations sont plausibles. Certaines semblent plausibles, ou pour le moins, on peut dire que on a des raisons de soulever des questions précises. Il est habituel, chez les scientifiques qui s'intéressent à l'évolution humaine, il est habituel de répéter qu'à partir du moment où nous nous sommes séparés des autres membres de la famille des chimpanzés il y a environ 6 millions d'années, il y a toujours une tendance à l'augmentation du volume du cerveau. On appelle ça en fait une augmentation du quotient d'encéphalisation, ce qui veut dire la taille du cerveau par rapport à la taille du reste du corps. Donc on dit habituellement, c'est ce qu'on répète dans les milieux qui s'intéressent à l'évolution humaine, on répète, il y a toujours eu cette tendance à l'augmentation du volume du cerveau jusqu'à des limites, jusqu'à certaines limites qui ont été imposées par les dimensions du petit bassin maternel, du bassin maternel. On a atteint des limites. Voilà ce qu'on répète habituellement. Mais aujourd'hui, soudain, il est facile de réaliser que ces limites ont disparu. Soudain, aujourd'hui, la tendance vers un accroissement du périmètre crânien moyen, du volume cérébral moyen, cette tendance peut être transmise aux générations suivantes, puisque nous disposons de techniques rapides, faciles de césarienne. On est donc en droit de nous demander, il s'agit bien entendu, une fois de plus, de questions, de nous demander si il n'est pas plausible que après un certain nombre de générations, eh bien, le quotient d'encéphalisation moyen d'Homo sapiens, peut-être, il est plausible qu'il aura augmenté. Voilà le genre de questions qu'on peut poser à l'ère des césariennes. Il n'y a plus de limite à cette tendance à une constante augmentation du périmètre crânien. Voilà, aujourd'hui, la transmission aux générations suivantes devient possible. Puis il y a d'autres questions qu'on a de bonnes raisons de poser. Et là encore, à l'ère de l'épigénétique, cette discipline nous permet soudain de comprendre que lorsqu'une fonction physiologique est très peu utilisée, lorsqu'on cesse d'en avoir besoin, qu'on cesse d'en l'utiliser, cette fonction physiologique s'affaiblit. Il y a un exemple d'une fonction physiologique qui soudain est devenue moins utilisée. C'est le système de l'ocytocine. Jusqu'à une date récente, le système de l'ocytocine était intensément activé pour mettre au monde des bébés et délivrer le placenta. Il était aussi intensément activé pour nourrir les bébés, parce qu'il est à l'origine de ce système il contrôle le réflexe d'éjection du lait. Bien, une observation qu'on peut faire, c'est que aujourd'hui, on doit le rappeler, à l'ère de l'ocytocine synthétique, qui remplace l'ocytocine naturelle, l'hormone principale de l'accouchement, à l'ère des césariennes, de techniques simplifiées de césarienne, eh bien, il est facile de réaliser
que ce système physiologique est de moins en moins utile, de moins en moins utilisé pour mettre au monde les bébés. Et aussi pour nourrir les bébés. Il est facile de calculer, à partir de données bien connues, pourquoi ce système est moins en moins utilisé pour nourrir les bébés, puisque le nombre moyen de bébés par femme est aujourd'hui réduit par rapport à ce qu'il a été dans toute autre société. Et la durée moyenne d'allaitement est très courte par rapport à ce qu'elle a été dans toute autre société. Donc il est facile de calculer, d'observer que le nombre moyen de réflexes d'éjection du lait dans la vie d'une femme moderne est extrêmement petit par rapport à ce qu'il a été dans toute autre société. Eh bien, lorsqu'on fait la synthèse de tout cela, on peut dire qu'il y a un exemple de fonction physiologique qui est aujourd'hui de moins en moins utile, de moins en moins utilisé ou de plus en plus facilement remplacé, c'est le système de l'ocytocine. Alors, bien entendu, ça nous soulève des questions. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que ce système va s'affaiblir de génération en génération? C'est une question sérieuse, parce que l'ocytocine, bien entendu, c'est avant tout l'hormone de la reproduction, l'accouchement, l'allaitement, l'accouplement, mais d'une certaine mesure, elle est importante dans toute la socialisation, toutes les facettes de l'amour. Et le système de l'ocytocine a des liens étroits avec d'autres systèmes physiologiques vitaux, tels que le système des endorphines, de la prolactine, de la dopamine, etc. Donc c'est une question sérieuse. Je dois dire, personnellement, je ne peux pas imaginer, à l'époque actuelle, de questions plus importantes, lorsqu'on s'interroge sur l'avenir de notre espèce, de questions plus importantes que l'évolution possible de notre système de l'ocytocine. On pourrait ajouter, mais je ne vais pas encore entrer dans les détails, c'est qu'on a déjà assez de données suggérant que peut-être le système humain de l'ocytocine est déjà en train de s'affaiblir. On pourrait dire ça en constatant, en observant, en analysant certaines statistiques concernant l'accouchement. Il semble que les capacités d'accoucher sont en train de s'affaiblir, les capacités d'allaiter. Les fonctions génitales sexuelles semblent de plus en plus perturbées. Il y a aussi des données sur, par exemple, la capacité d'empathie qui semble diminuer. Donc on pose des questions, mais tout en nous demandant si peut-être, en pensant que peut-être déjà ce phénomène s'est amorcé. Et puis parmi les autres aspects de l'évolution d'Homo sapiens en relation avec la façon de naître, il faut constamment garder à l'esprit ce que nous apprend la bactériologie moderne, et en particulier comment nous réalisons aujourd'hui l'importance de cette privation microbienne dans la période qui entoure la naissance, en particulier pour le bébé, dans l'heure qui suit la naissance. Comment soudain le système immunitaire du nouveau-né manque de stimulation utile, celles qui sont censées venir de millions de microbes transmis par la mère. Eh bien, lorsqu'on parle de cela, on a de bonnes raisons de nous poser aussi des questions sur la prévalence relative de certaines conditions pathologiques dans l'avenir. On a des bonnes raisons puisqu'on modifie la façon dont le système immunitaire est éduqué immédiatement après la naissance. On a de bonnes façons d'anticiper une augmentation relative, en particulier de dérégulation du système immunitaire. Penser de dérégulation du système immunitaire, c'est d'abord penser aux maladies allergiques et à l'asthme. Dérégulation du système immunitaire, c'est aussi penser aux maladies auto-immunes, ces maladies où le système immunitaire se trompe de cible. Il détruit les propres cellules de l'organisme. Par exemple, le diabète de type 1, où le système immunitaire détruit le pancréas.
Donc on a des bonnes raisons de penser aussi à des changements profonds dans la fréquence relative de certaines maladies, et peut-être pas seulement dans le domaine des dérégulations du système immunitaire. On sait par exemple aujourd'hui que la flore intestinale des obèses est particulière. Elle manque de diversité. C'est un manque de diversité qui est comparable avec le manque de diversité de la flore intestinale des bébés nés par césarienne. Ils ne sont pas nés par la voie vaginale riche en microbes. Donc, on peut dire aujourd'hui, d'une façon générale, sans être trop précis, que nous avons de bonnes raisons de nous poser des questions. Nous sommes toujours à l'heure des questions, nous poser des questions sur la fréquence relative de certaines maladies dans l'avenir. Et cela, c'est une autre façon de penser à une évolution possible d'Homo sapiens. La conclusion de ce que nous avançons, de la raison d'être de ces questions, la conclusion, c'est que malgré la simplicité de la césarienne moderne, malgré les techniques simplifiées de césarienne, malgré, on peut dire, la sécurité de la césarienne moderne, bien malgré cela, on a des bonnes raisons aujourd'hui d'essayer de mieux comprendre le processus de l'accouchement, d'essayer de mieux comprendre les besoins de base de la femme qui accouche et d'essayer de perturber le moins possible les processus physiologiques. Important de souligner ce point parce que actuellement, pour évaluer la façon de naître des bébés, on continue à se contenter de critères à court terme, uniquement des critères à court terme, nombre de bébés vivants ou en bonne santé à la naissance, des complications maternelles, etc. Jusqu'ici, pour évaluer les pratiques de l'obstétrique, on n'introduit que des critères à court terme. Alors nous atteignons un tournant, c'est que si on se contente de ces critères à court terme, eh bien, étant donné la simplicité de la césarienne moderne, il devient soudain acceptable de proposer à toutes les femmes enceintes d'accoucher par césarienne. On en est là. Voilà où nous en arrivons aujourd'hui si on ne change pas la liste des critères. Et tout cela, au moment précis où des disciplines scientifiques émergentes nous incitent à élargir nos horizons, à penser à long terme, à penser en termes de civilisation, à penser en termes d'avenir de l'humanité. Donc, nous avons finalement de nombreuses raisons aujourd'hui d'essayer de mieux comprendre la physiologie de l'accouchement. Mais là, nous nous trouvons de nouveau, une fois de plus, dans une situation nouvelle, en face de difficultés. Et là encore, c'est le fait du développement de disciplines scientifiques souvent émergentes. C'est que soudain, c'est comme s'il y avait deux façons de comprendre le processus de l'accouchement. Il y a le processus de l'accouchement tel qu'on peut le comprendre lorsqu'on pense comme les physiologistes. Et puis, il y a la façon de comprendre l'accouchement en fonction, en relation avec notre conditionnement culturel et la tradition. Ce sont deux façons presque contradictoires de comprendre cet événement. Lorsqu'on pense comme les physiologistes modernes, on peut dire que le processus de l'accouchement est un processus involontaire, puisqu'il est sous le contrôle de structures archaïques, structures cérébrales archaïques, qu'importe le nom, hypothalamus, glande hypophysaire, c'est un processus involontaire. Habituellement, on ne cherche pas à aider un processus involontaire. Mais on sait que certaines situations peuvent être inhibitrices
Et la physiologie moderne a le pouvoir, en ce qui concerne l'accouchement, d'identifier de telles situations. Je voudrais clarifier ce point important par une analogie, pour aller vite. Nous sommes actuellement tous en train de digérer notre dernier repas. C'est un processus involontaire. Nous ne cherchons pas à l'aider. Nous ne nous demandons pas ce qu'on peut faire pour aider le transfert des aliments de l'estomac au duodénum. Mais imaginez qu'un terroriste entre dans la pièce avec un fusil, ça va immédiatement être une situation inhibitrice. C'est une règle générale que, habituellement, en ce qui concerne un processus involontaire, c'est de savoir identifier les situations inhibitrices. Mais en ce qui concerne l'accouchement, la physiologie moderne peut identifier de telles situations parce qu'elle nous offre des concepts déjà bien établis. Par exemple, on ne peut que donner des exemples, le concept d'antagonisme entre l'adrénaline et l'ocytocine. Quand les mammifères, y compris les mammifères humains, libèrent de l'adrénaline dans des situations d'urgence, ils ne peuvent pas libérer l'ocytocine, l'hormone principale de l'accouchement. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une femme accouche, elle a besoin d'être protégée contre tout ce qui pourrait élever son taux d'adrénaline. Par exemple, la protéger contre des fluctuations de la température de la pièce. S'il fait froid, soudain, ça entraîne des sécrétions d'adrénaline, ça bloque la libération d'ocytocine. Voilà un exemple parmi d'autres. Mais il paraît plus utile d'insister sur un autre concept physiologique qui a pour intérêt d'introduire les particularités de l'espèce humaine, d'évoquer les particularités de l'espèce humaine. C'est le concept d'inhibition néocorticale. Alors, facile à expliquer. Pour expliquer cela, il faut rappeler que une des raisons pour lesquelles Homo sapiens est différent de tous les autres mammifères, ne peut pas être comparé à tous les autres mammifères, c'est l'énorme développement de cette partie du cerveau que l'on appelle le néocortex. Cette partie du cerveau qui nous permet de communiquer par le langage, de faire des mathématiques, d'envoyer des êtres humains sur la Lune, le cerveau de l'intellect, le cerveau qui pense, c'est le néocortex. Tout le monde sait que son développement était énorme dans l'espèce humaine. Alors pourquoi est-il important de rappeler cette caractéristique humaine? Eh bien, c'est parce que pendant un processus involontaire, tel que le processus de l'accouchement, l'activité du néocortex peut avoir un effet inhibiteur. En d'autres termes, on peut dire mettre au monde un bébé, ce n'est pas le travail du cerveau qui pense, du cerveau de l'intellect. C'est le travail du cerveau primitif, voilà ce qu'on peut dire pour simplifier. Et voilà une façon d'expliquer le handicap humain, les difficultés spécifiquement humaines lors d'un accouchement, c'est cette activité incessante du néocortex. C'est de là que viennent les inhibitions. Voilà le handicap humain. L'important, c'est de comprendre la solution que la nature a trouvée pour surmonter ce handicap spécifiquement humain lié à l'activité incessante d'un néocortex extrêmement puissant. C'est une solution très simple. Pendant un accouchement, le néocortex doit se mettre au repos. Il doit se mettre au repos. Quand on met au repos le néocortex, on n'a plus de similarité avec les autres mammifères qui, eux, accouchent plus facilement. Et c'est une chose que même en 2014, certaines surtout, peuvent encore comprendre. Il y a encore des gens qui savent que quand une femme accouche par elle-même, qu'elle n'a pas besoin d'assistance pharmacologique, elle donne l'impression de se couper du monde, d'oublier ce qui se passe autour, d'oublier ce qu'elle a appris, ce qu'elle a lu dans les livres, d'oublier ses plans.
elle peut se comporter d'une façon qui habituellement serait inacceptable de la part d'une femme civilisée. Elle ose crier, elle ose jurer. Récemment, on m'a parlé d'une femme qui, en plein travail, a mordu la sage-femme. Ça, c'est un excellent signe d'une réduction du contrôle néocortical. Ça va de pair avec un accouchement rapide et facile. Ça veut dire qu'en réduction néocorticale, ça peut s'observer de multiples façons. Des femmes peuvent se mettre dans des positions absolument inattendues, bizarres, souvent primitives et quadrupétiques. La femme qui accouche par elle-même, elle est un peu comme sur une autre planète. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle néocortical. Le néocortex s'est mis au repos. Voilà la solution que la nature a trouvée pour rendre possible, dans notre espèce, l'accouchement. Ben, comprendre cela, c'est une façon d'expliquer quels sont les besoins de base de la femme qui accouche. C'est une façon d'expliquer que la femme qui accouche a avant tout besoin d'être protégée contre tout ce qui pourrait stimuler son néocortex. Lorsqu'on pense comme les physiologistes, eh bien, le mot-clé à propos des accouchements, c'est le mot protection. Le processus involontaire de l'accouchement a besoin d'être protégé contre tout ce qui pourrait perturber. C'est le mot protection. Eh bien, en particulier, protection contre tous les stimulants d'une possible néocortex. Bon, le premier, c'est le langage. Ben, ça veut dire, un besoin de base de la femme qui accouche, c'est le silence. Le langage, c'est l'ennemi. C'est facile à comprendre. Un autre stimulant bien connu du néocortex, c'est la lumière. C'est connu depuis longtemps par les physiologistes, les électroencéphalographistes. Aujourd'hui, on peut expliquer le mécanisme relatif à l'action de la lumière. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que lorsqu'on est exposé à la lumière, on ne peut pas libérer l'hormone de l'obscurité. L'hormone de l'obscurité qui s'appelle la mélatonine. Et l'un des effets de la mélatonine, c'est de réduire l'activité néocorticale. Quand on est prêt à s'endormir le soir, habituellement, on éteint la lumière. On favorise la libération de l'hormone de l'obscurité, la mélatonine. Eh bien, l'une des propriétés de la mélatonine, c'est réduire l'activité du néocortex. C'est pourquoi ça aide à s'endormir, et c'est pourquoi, lorsqu'une femme est en travail, il y a a priori une différence entre une lumière tamisée et une lumière intense. Voilà. Il y a d'autres stimulants du néocortex, il y a des situations qui stimulent le néocortex. L'une d'elles, ce qui se passe quand on se sent observé. On se sent observé, on fait attention à soi-même, on s'observe soi-même. On pourrait dire d'ailleurs d'une façon générale que le néocortex est stimulé par toutes les situations qui exigent l'attention, qui stimulent l'attention, le besoin, qui vont de pair avec le besoin d'attention, le besoin de faire attention. Se sentir observé, ça conduit à s'observer soi-même, à faire attention à soi-même. C'est une stimulation du néocortex. Ça veut dire qu'un besoin de base de la femme qui accouche, c'est ne pas se sentir observé. Parmi les situations qui stimulent l'attention, il y a la perception d'un danger possible. Quand on perçoit un danger possible, il faut faire attention. C'est une façon parmi d'autres d'expliquer qu'un besoin de base de la femme qui accouche, c'est se sentir en sécurité. Donc, quand on fait une vaste présentation de ce paradigme offert par la physiologie moderne, on peut résumer facilement en disant le processus de l'accouchement est un processus involontaire et le mot-clé, c'est protection. Protection d'un processus involontaire
contre toute situation inhibitrice possible. Le mot-clé, c'est protection. Eh bien, maintenant, on peut essayer de nous tourner vers notre conditionnement culturel. Ce qu'a été depuis des millénaires notre conditionnement culturel, c'est presque l'opposé. On peut dire que les bases de nos conditionnements culturels, c'est que la base de notre conditionnement culturel, c'est qu'une femme n'est pas capable d'accoucher par elle-même. Une femme n'a pas le pouvoir d'accoucher par elle-même. Une femme ne peut pas accoucher sans quelque interférence culturelle. Alors, ce conditionnement culturel, on pourrait l'illustrer, le faire comprendre de multiples façons. Par exemple, l'analyse du vocabulaire, la racine des mots, ça renseigne beaucoup sur les conditionnements culturels. Qu'est-ce que ça veut dire obstétrique à l'origine, du latin obstare? Ça veut dire se tenir en face d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour accoucher, il faut que quelqu'un se tienne en face de vous. Vous ne pouvez pas accoucher par vous-même, quelqu'un doit être là. On peut illustrer le conditionnement culturel par l'analyse des rituels. On pourrait faire référence à des centaines de rituels de la période périnatale qui ont été rapportés par les anthropologistes. Apparemment une grande diversité. En réalité, les effets sont presque toujours les mêmes, sont souvent les mêmes. C'est de rendre artificiellement plus nécessaire la participation active d'un agent du milieu culturel. Un exemple, dans les sociétés où on pratique des mutilations génitales rituelles, qui laissent une cicatrice périnéale dure, quand la femme accouche, quel coin doit être là pour couper le périnée, pour ouvrir la porte. Ça rend artificiellement plus nécessaire la présence de quelqu'un, la présence active de quelqu'un. Un autre exemple de rituel, se dépêcher de couper le cordon. Un rituel rapporté sur les 5 continents depuis longtemps. Ça va de pair avec une croyance. Quand une femme accouche, il faut que quelqu'un soit là pour couper le cordon. Donc voilà des bases de conditionnement culturel qui a été renforcé, ce conditionnement culturel, fortement renforcé depuis le milieu du XXe siècle, de multiples façons. D'abord par des théories. Bon exemple sont les théories de Pavlov, les réflexes conditionnés, qui sont à l'origine des psychoprophylaxies, de toutes les méthodes d'accouchement naturel. L'effet final, pour aller vite, c'est que pour accoucher, une femme a besoin d'une personne qui la guide, quelqu'un qui doit lui apprendre et ensuite la guider pour lui dire comment respirer, comment pousser, etc. C'est une façon profonde de renforcer ce conditionnement culturel. Vous ne savez pas, il faut qu'on vous dise comment respirer, comment pousser. C'est très significatif. Mais quand on parle de conditionnement culturel aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que nous sommes avant tout influencés, les jeunes générations aujourd'hui sont avant tout influencées par des messages visuels. Nous sommes à l'époque des vidéos, des films, des photos, des télévisions, des écrans de toutes sortes. Les jeunes générations sont conditionnées par ce qu'elles voient, parce qu'on est conditionné par ce qu'on voit aujourd'hui. Que voient les jeunes générations aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à une époque où il y a une véritable épidémie de vidéos d'accouchement dits naturels. Et c'est toujours à peu près la même histoire. On voit une femme qui accouche entourée de 3, 4 ou 5 personnes. Que comprennent les jeunes générations qui voient toutes ces vidéos? Elles comprennent que le besoin de base de la femme qui accouche, c'est d'être entourée par d'autres personnes. Voilà, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on comprend. Peut-être les jeunes générations se posent des questions sur le rôle de ces personnes qui sont alentour. Bien, le vocabulaire moderne, souvent, attribue des rôles à ces... par exemple, pour utiliser un peu le langage international, souvent on dit que pour accoucher, une femme a besoin d'un coach. Coaching. Un coach, c'est une personne qui apporte son expertise. Ou bien des mots qui ont besoin de soutien, quelqu'un qui apporte de l'énergie, etc. etc. Voilà les mots modernes en anglais, support. Ça veut dire
vous avez besoin de l'énergie de quelqu'un d'autre. Voilà des façons de renforcer aujourd'hui ce conditionnement culturel. C'est important de souligner le mot culturel. C'est important de souligner que ce conditionnement, il n'est pas particulier à un groupe de personnes ou à un autre groupe de personnes. Il est général. C'est un paradigme dominant. Par exemple, on a utilisé le mot coaching. Vous avez besoin d'un expert pour accoucher. Eh bien, ça, c'est dans les milieux naissance naturelle. Dans les milieux médicaux, on parle de lab management. Vous avez besoin d'un manager pour accoucher. C'est la même façon de penser. Dans ce paradigme dominant, on peut inclure les milieux médicaux, les milieux des sages-femmes, les milieux qui font la promotion de l'accouchement naturel. C'est la même façon de penser. C'est le paradigme dominant. Et ce paradigme dominant a ses mots-clés. Et les mots-clés, toujours, suggèrent le rôle d'une autre personne que les deux acteurs obligatoires pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement, il n'y a que deux acteurs obligatoires, la mère et le bébé. Eh bien, les mots-clés dans le paradigme dominant concernent quelqu'un d'autre. Aider, guider, accompagner, coaching, etc. etc. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et on doit dire que ce conditionnement culturel s'est même encore élargi jusqu'à une date récente. Le conditionnement relatif à l'accouchement concernait surtout le monde des femmes. Accoucher, c'est une affaire de femmes. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, dans nos sociétés, le père du bébé est presque toujours présent à l'accouchement. Alors qu'apprennent ces jeunes hommes qui sont là qui sont présents à l'accouchement? Qu'apprennent-ils à l'ère des perfusions de cytocine synthétique, qui remplacent le cytocine naturel, à l'ère des techniques simplifiées de césarienne? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent qu'une femme n'est pas capable d'accoucher. Elle a besoin d'être délivrée par l'institution médicale. On a atteint un degré extrême en termes de conditionnement culturel, une façon de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes au fond de l'abîme. On n'a plus besoin d'hormones de l'amour pour mettre au monde les bébés. Les systèmes immunitaires ne sont plus éduqués par des microbes qui viennent de la mer. Nous sommes au fond de l'abîme. Donc aujourd'hui, il faut oser analyser ce qui se passe en réalité. Il n'est plus question de chercher à être politiquement correct ou diplomatique. Il faut analyser la situation et poser des questions. Et nous demander, mais nous sommes au fond de l'abîme, comment en sortir? Voilà où nous sommes. Jusqu'à une date récente, j'avais tendance à rester un petit peu politiquement correct et diplomatique. Mais aujourd'hui, la situation est tellement sérieuse que je crois qu'on ne peut pas attendre. Et puis, je dois ajouter que cette année, j'atteins l'âge de 84 ans. Je ne peux pas attendre trop longtemps pour dire avec précision ce que je pense. Alors, comment sortir du fond de l'abîme? Eh bien, finalement, on peut dire qu'il y a une seule raison d'optimisme. La seule raison d'optimisme, c'est le pouvoir de la science moderne. Seulement la science moderne peut actuellement renverser les effets de millénaires de tradition, des millénaires de conditionnement culturel, de millénaires de croyances et de rituels concernant la période qui entoure la naissance. Et pour illustrer cet optimisme, on peut évoquer une découverte scientifique importante de la seconde moitié du XXe siècle. Comment on a découvert quelque chose que personne ne savait il y a 50 ans? Eh bien, nous avons découvert, les scientifiques nous ont appris qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Il y a 50 ans, personne ne savait cela. Les gens de ma génération peuvent en témoigner. Les gens de ma génération peuvent témoigner, peuvent confirmer que
jusqu'à une date récente, on ne savait pas qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Au cours des années 1953-1954, j'ai passé 6 mois comme externe, ça veut dire étudiant en médecine avec quelques responsabilités, à la maternité de l'hôpital de Boucicaut, à Paris. Eh bien, pendant ces 6 mois, je n'ai jamais entendu parler d'une mère qui, immédiatement après avoir accouché, aurait dit « Est-ce que je peux garder mon bébé contre moi ?» Jamais. La sage-femme faisait ce qui s'était fait depuis des millénaires. Elle se dépêchait de couper le cordon et de donner le bébé à une personne qui avait pour mission de s'en occuper. À l'époque, c'était surtout le laver, effacer le vernis caseosa, etc., etc., etc. Et pendant le séjour à la maternité, les bébés étaient dans une nurserie, les mères étaient ailleurs. Personne n'avait pensé qu'ils pourraient être dans la même pièce. Voilà où nous en étions dans les années 50. Et c'était l'effet de millénaires de conditionnement, des effets de croyances, de rituels. Pendant des millénaires, une multitude de croyances et des rituels ont eu le même effet. C'est séparer la mère du nouveau-né et différer, retarder l'initiation de l'allaitement maternel. On pourrait dire ça autrement. On pourrait dire que pendant des millénaires, dans toutes les sociétés, il a été habituel de neutraliser l'instinct maternel protecteur et agressif. Pas besoin de définition pour expliquer cet instinct. Imaginez ce qui se passerait si une maman gorille accouche et immédiatement vous essayez de lui prendre son nouveau-né. Et vous comprenez ce qu'est l'instinct maternel protecteur et agressif que toutes les cultures humaines ont neutralisé depuis des millénaires. Cela s'est fait par le biais de croyances, de rituels. Il y a des centaines de croyances, de rituels avec le même effet. Un bon exemple est la croyance selon laquelle le colostrum, c'est-à-dire ce que le bébé peut trouver dans le sein dès l'heure qui suit la naissance, est dangereux pour le bébé. C'est pas bon pour le bébé. C'est une croyance très répandue. C'est un exemple parmi d'autres de rituels ou de croyances. Donc, voilà une façon de réaliser l'importance de cette découverte scientifique qui date avant tout des années 1970. Comment, soudain, on a appris qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Quelle découverte, hein? Alors, on a appris cela d'abord avec le concept de période critique dans l'attachement mère-bébé. En même temps, des scientifiques ont étudié le colostrum. Ils ont dit c'est précieux. Extraordinaire contradiction avec la tradition. Selon la tradition, le colostrum était mauvais. Les scientifiques nous disent soudain il est précieux. En même temps, soudain, d'autres scientifiques ont étudié les effets comportementaux d'hormones, celles qui fluctuent par la période qui entoure la naissance. En même temps, on a appris que si on n'intervient absolument pas dans cette période-là, le bébé peut trouver le sein dans l'heure qui suit la naissance. On a appris que dans l'espèce humaine, la lactation est censée commencer dans l'heure qui suit la naissance. Et puis, on a appris de l'immunologie, la bactériologie, que le bébé a besoin des microbes qui viennent de la mère. Et voilà comment, soudain, grâce à la science moderne, on a appris qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Ben, ça, c'est une raison d'optimisme. Si, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, il a été possible de redécouvrir le besoin de base du nouveau-né, besoin de base que nous résumons en disant le nouveau-né a besoin de sa mère, pourquoi pas, au XXIe siècle, pourquoi pas redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche. À l'ère de la physiologie moderne, ce n'est pas complètement utopique. Donc pas complètement utopique de renverser des millénaires de conditionnement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et
pour peut-être illustrer la situation paradoxale dans laquelle nous sommes aujourd'hui et pour souligner que ce qui est difficile aujourd'hui, ce n'est pas l'acquisition des connaissances, mais c'est la digestion des connaissances dont nous disposons. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'accepter les connaissances nouvelles quand elles remettent en cause nos conditionnements. Bien, pour faire cela et pour conclure, je vais décrire un scénario que personnellement je connais, qui habituellement est compatible avec des accouchements aussi rapides, aussi faciles que possible. Nous verrons que c'est un scénario extrêmement simple qu'on peut décrire en 15 secondes, cependant presque inconnu dans nos sociétés. Et puis nous verrons que toutes les composantes de ce scénario peuvent être interprétées à la lumière de la physiologie moderne. Mais malgré cela, nous verrons pourquoi, quand nous décrivons de telles situations, nous flirtons avec l'utopie. Alors, bien entendu, cette situation que je veux décrire, je ne veux pas la présenter comme un modèle, je ne veux pas dire s'il faut que ce soit comme ça, mais comme un exemple de situation qui habituellement est compatible avec les accouchements rapides et faciles. Imaginez une femme au travail, avec personne alentour, si ce n'est une sage-femme expérimentée, silencieuse, assise dans un coin et qui tricote. Apparemment très simple, apparemment très simple. Bon. Analysons cette situation à la lumière de la physiologie moderne. La sage-femme tricote. Aujourd'hui, on a appris les effets des actes répétitifs tels que le fait de tricoter. Les scientifiques modernes nous disent que lorsqu'on fait un acte répétitif comme tricoter, on abaisse son taux d'adrénaline. Donc la sage-femme qui est dans un coin, qui tricote, elle maintient un taux très bas d'adrénaline. Elle a tendance à maintenir un taux très bas d'adrénaline. Pourquoi le taux d'adrénaline de la sage-femme est-il important? Parce qu'il est contagieux. Et ça peut aussi être interprété à la lumière de disciplines scientifiques émergentes. En particulier, une discipline qu'on appelle l'exploration on appelle ça en anglais Mirror Neuron System. On peut facilement expliquer de quoi il s'agit. Ça consiste à utiliser des méthodes sophistiquées pour redécouvrir le bon sens. C'est ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui de méthodes sophistiquées pour redécouvrir le bon sens. Ça signifie que lorsqu'on est à proximité d'une personne qui est dans un état émotionnel spécifique, on active la même partie de notre cerveau que cette personne. Les méthodes modernes d'imagerie cérébrale permettent de dire cela. Donc, si une sage-femme a un taux élevé d'adrénaline, état émotionnel associé avec un taux élevé d'adrénaline, eh bien, ça risque d'être transmis à la mère, à la femme au travail. Il va augmenter son taux d'adrénaline, l'antagonisme entre adrénaline et ocytocine, l'accouchement risque d'être plus difficile. Bon, c'est facilement expliqué à la lumière de la physiologie moderne. Et puis, on a donné d'autres détails. On a dit une sage-femme. Le mot « un » est important. Il est facile de comprendre qu'il y a beaucoup plus de risques que la femme au travail se sente observée s'il y a plusieurs personnes alentour. Donc, une, c'est important. On peut ouvrir une parenthèse et dire que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, cela a été compris. Par exemple, il y a un proverbe perse, un proverbe perse qui, selon lequel, quand il y a deux sages-femmes, la tête du bébé vient de travers. Un proverbe hongrois qui dit, lorsqu'il y a deux sages-femmes, le bébé est perdu. Et puis, à l'autre bout du monde, j'ai appris que dans certains groupes ethniques d'Amazonie,
on disait exactement la même chose. Et puis j'ai appris aussi récemment que selon la tradition chilienne, muchas manos matam la guaguas. Ça veut dire, quand il n'y a plus beaucoup de mains, ça tue le bébé. C'est dangereux quand il y a plusieurs sages-femmes. Ça se savait. Et bien maintenant, ça peut expliquer à la lumière de la physiologie moderne. Donc le mot une sage-femme, le mot est important. On a dit sage-femme expérimentée. Si la femme en travail sent que la sage-femme a une bonne expérience, elle se sentira plus en sécurité, tout plus bas d'adrénaline. Et puis on a dit expérimentée et silencieuse. Le langage est le principal stimulant du néocortex, c'est l'ennemi pendant l'accouchement. La principale qualité d'une sage-femme, c'est la capacité de se taire. Et puis on a dit encore un autre détail, la sage-femme assise dans un coin. Elle n'est pas dans une situation d'observatrice, elle est assise dans un coin. Bon, voilà donc une situation d'une extrême simplicité qu'on décrit en 15 secondes, inconnue dans notre société. Toutes les composantes en sont facilement interprétées par la physiologie moderne, mais malgré tout cela, eh bien, on pourrait dire cette situation presque culturellement inacceptable. Quand j'ai eu l'occasion de décrire un tel scénario comme à titre d'exemple au milieu de professionnels de la santé, eh bien, immédiatement, tout le monde n'envisage que les obstacles. Pourquoi c'est utopique? Que les obstacles. Par exemple, on m'a dit, mais encourager le tricot, mais c'est sexiste, ah oui. Et puis, qu'est-ce qu'il en est du père du bébé? Et puis, si la sage-femme est un homme, etc. On ne voyait que les obstacles. Voyez. Alors ça, c'est une façon d'illustrer la situation paradoxale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. À une époque où nous devons voir les choses telles qu'elles sont, où la situation est sérieuse, où il faut penser à l'évolution de notre espèce, à la survie même de l'humanité, eh bien, voilà la situation dans laquelle nous sommes. C'est que, d'une part, il est politiquement correct, par exemple, de dire qu'il faut réduire les taux de césarienne. Si je dis ça, tout le monde accepte que les milieux médicaux, les sages-femmes, ceux qui font la promotion de l'accouchement naturel, les organismes de santé publique, si on dit qu'il faut réduire les taux de césarienne, tout le monde est d'accord. Mais si on veut décrire des situations, des scénarios qui sont compatibles avec des accouchements aussi rapides et faciles que possible, eh bien, on entre dans l'utopie. On ne voit que les obstacles. Voilà la situation paradoxale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qui nous conduit à poser une dernière question, finalement. Est-ce que la survie de l'humanité est utopique ?